Bonjour à tous, très chers fans de catch, ici Kozak, et aujourd'hui je suis un peu excité parce que oui, je le fais qu'un jour de retard seulement. J'étais occupé les fois d'avant, donc la vidéo sort peut-être un petit peu en retard, mais un recap de AEW Dynamite, l'épisode du 17 mai 2023. Je suis un peu hypé parce que ce show n'était pas parfait, mais je trouvais qu'il était très fourni, qu'il y a beaucoup de choses à dire, qu'il y a des choses que j'ai appréciées. Putain, alléluia, j'ai apprécié des choses dans un Dynamite. Non, vraiment pour le coup, il y a des choses que j'ai vraiment beaucoup aimé dans ce show. Pas tout, encore une fois, beaucoup de failles scénaristiques, beaucoup de failles de booking, des choses surprenantes. Ils s'étaient mis un peu dans le mur, comme vous allez le voir, et ils ont réussi à éviter de se tirer une balle dans le pied quelque part. Donc ils ont limité les dégâts, ils ont limité la casse. Beaucoup de choses, ils ont continué dans leur booking de ce qu'ils avaient lancé et ils font les choses au mieux par rapport à ce qu'ils avaient proposé, même si ça aurait pu être mieux avec un booking différent de base. Mais bon, ils essaient de faire les choses bien, je le ressens. Tout n'est pas parfait, hein, on va parler du grand final du show, mais ça ne sera pas le sujet principal. Le sujet principal, le truc dont j'ai le plus envie de parler, le truc qui m'a le plus plu pendant ce Dynamite, ce sera notre sujet principal. C'est le main event en tant que match, Ricky Starks face à Jay White. C'était le premier gros match de Jay White. Il avait fait ses débuts face à Bandido, hein, on s'en rappelle, c'était catastrophique parce que lors d'un match au début, on a plus pu voir ce que faisait Bandido que Jay White, ce qui était un peu le comble. Là, Jay White peut enfin montrer ce qu'il peut faire face à un bon lutteur, quelqu'un qui a été établi, qui est assez over avec la foule, même s'il a souffert de beaucoup de problèmes de booking. Il est toujours over, il est très charismatique, il a beaucoup de catch, c'est un excellent worker, Ricky Starks, face à Jay White. Et je vais vous dire un peu, avant qu'on parle du match, on va parler un peu on va faire un petit recap de ce que je pense de ce programme. Pour moi, la EW a fait une énorme erreur en commençant le programme de Jay White avec Ricky Starks. Jay White n'aurait pas dû avoir son premier match, sa première rivalité face à Ricky Starks. C'est beaucoup trop tôt. Parce que Jay White a besoin de gagner. Et à terme, cette rivalité, il la remportera puisqu'il en a besoin. C'est sa première rivalité. Et Jay White, j'imagine que la W veut faire en sorte qu'il soit placé comme un top heel, quelqu'un de très important. Il est assez over, il est encore assez jeune, il a une shape de bâtard, il est très talentueux et franchement il m'a montré qu'il était très surprenant dans un ring et qu'il est pas très con, qu'il catche bien, qu'il a une bonne psychologie. Donc il y a des choses à faire avec ce gars. Donc forcément il doit gagner son premier programme. Alors pourquoi vous le mettez en face de Ricky Starks? Putain, Ricky Starks a besoin de gagner aussi. Il a vraiment besoin de gagner. Dans leur tête, ils se disent, mais non, il n'a pas besoin puisqu'il est sorti over avec Chris Jericho. Non, il n'est pas sorti over de sa rivalité avec Chris Jericho, il est sorti diminué de sa rivalité face à Chris Jericho. Malheureusement, cette rivalité a été un échec. Elle a été un cuisant échec par rapport à la hype de Ricky Starks et il avait besoin d'un court programme pour se remettre sur le devant de la scène. Un court programme pour Double or Nothing où il aurait pu reprendre une victoire pour ensuite, et là je dis allez-y les gars, allez-y, un programme face à Jay White, mais pas maintenant, c'était beaucoup trop tôt et malheureusement j'avais extrêmement peur pour Ricky Starks parce qu'il va forcément perdre en termes de cette rivalité, ce qui est dommage, mais bon. Maintenant nous y sommes, c'est le match, Jay White, Ricky Starks. Ricky avait déjà battu Juice Robinson il y a 2 semaines je crois, c'était un match qui était plutôt bon, c'était quand même pas mal ce qui s'est fait dans le ring. Et là c'est donc le gros match. Et ouais, c'était excellent. C'était vraiment excellent. C'était un très bon match, sans hésiter le meilleur match de la soirée. Ce qu'ont proposé les deux lutteurs était vraiment bon. Au départ, un énorme travail de chop. Alors, c'est pas le match où il y a eu le plus de chop assez brutal, on en reparlera. Mais quand même, un bon travail de chop, un bon travail technique et une excellente psychologie dans le ring. Je veux dire, le selling, la frustration, les comebacks de Ricky. Ricky, comme d'habitude, je trouve qu'il était vraiment over en termes d'acting. Vraiment, c'est son gros point fort. Se mettre over, faire ses comebacks. On sent qu'il a appris de Cody Rhodes. Hein, on le sent à des années-lumière. Ça se voit, c'est toujours un plaisir. Mais j'ai beaucoup aimé les faciès de Jay White. C'est pas le plus gros acteur, il en fait pas des caisses, c'est un peu en sous-jeu. Mais pourquoi pas, ça fait du bien, ça le rend un peu mystérieux, un peu, comment dire, inatteignable en quelque sorte, dans la psychologie, inatteignable, mais dans le ring, dans les faits de ce qu'il propose, c'est bien, il scelle, il passe beaucoup de temps au sol, ses prises, c'est pas du n'importe quoi, c'est des vraies prises de catch.
avec une bonne variation, des coups, des chocs, des prises de catch, pas trop de trucs impressionnants parce que c'est un heel et il doit avoir de la hit, pas de la hype. Donc voilà, le mec est pas con. Le mec est pas con. Et à ses côtés, il y a Juice Robinson qui a proposé de bons faciès, qui encourageait Jay White, c'était plutôt bien. Les tombées que proposait Ricky Stark, c'était hyper bon. Vraiment, en fait, ce match faisait réel. Ce match faisait réel. Et c'était vraiment un très bon match de catch. Et à la fin, j'étais complètement hypé. J'étais à fond des Ricky Stark. J'avais qu'une envie, c'est qu'il l'emporte. Et ce match m'a eu. Ce match m'a complètement eu. J'étais complètement pris dedans. J'étais, allez Ricky, vraiment, je l'encourageais à voix haute. Quand j'arrive à ce stade-là, c'est que vraiment, je suis pris que le match est excellent. Donc oui, la qualité du match était géniale. Mais putain de merde, mais qu'est-ce qu'ils ont fait à la fin? Putain, ah c'est con. Et la foule a répondu pareil. La foule ne savait pas où se mettre, hein. C'était trop étrange. Il s'est passé pourquoi ils ont fait ça. Et je vais vous dire pourquoi ils ont fait ça. Ce qui s'est passé, c'est que, et bah à la fin, vu qu'il voit que Juice Robinson voit que c'est la merde pour son pote Jay White, il va dans le ring, il chope une chaise et il essaie d'attaquer Ricky Starks. Là, Ricky, il esquive et c'est génial. Et il agresse Juice Robinson avec la chaise, c'est fantastique. Et je me dis, ok, voilà, c'est cool. Du coup, maintenant, il a pu éviter le coup de Juice Robinson. Il est quand même over, mais Jay White va tirer avantage, va faire un finisher, va le battre. Et non, c'est pas ce qui s'est passé. Ricky a gardé la chaise et il s'est mis à agresser Jay White avec la chaise. Donc forcément, l'arbitre, disqualification. Et Jay White gagne par disqualification parce que Ricky a pété un câble et il agresse Jay White. La foule sait pas trop quoi en penser parce que Ricky Stark c'est le babyface. Et il est en plein match de catch. Sa seule chose dans la tête qu'il devrait avoir, ce serait battre Jay White clean sur le ring. Parce que c'est un face et c'est comme ça qu'il devrait fonctionner. Oui, certes, il s'est un peu fait harceler, peut-être. Mais là, il a répondu au problème, c'est bon, il a pulvérisé Juice Robinson, maintenant reprenons le match, c'est comme ça qu'il aurait dû réagir. Là, il a fait un move qui était... une action qui était pas vraiment babyface, c'était étrange. Et c'est dommage parce que, certes, ça aurait été plus classique, mais j'aurais bien vu, justement, une victoire de Jay White avec cette triche, avec ce problème avec le fait que Ricky Starks chope la chaise, soit diverti par Juice Robinson, prenne avantage de ça. Et voilà, il aurait eu de la hit, on aurait établi Jay White en tant que heel, et Ricky Starks n'aurait pas été trop diminué de la défaite parce qu'il tenait Jay White. Elle est étrange cette fin. Ils avaient vraiment un truc, et vous voyez, c'est ce que je vous disais, ils sont face à un mur là. Ils sont face à un mur et ils ne savent pas quoi faire. Ils avaient la solution facile, évidente et efficace. Ils ont choisi la solution inattendue, mais vraiment questionnable. Et maintenant, on fait quoi? Parce que maintenant, ils vont devoir se raffronter vu que le match n'a pas de fin. Et bon, j'imagine, ils peuvent pas faire gagner Ricky Starks. Je n'y crois pas. Ils ne peuvent pas faire gagner Ricky Starks. Là, c'est pas une vraie victoire pour Jay White. Non, ils sont encore plus foutus dans la merde. Ils se sont encore plus foutus dans la merde. Si vous voulez mon avis, si maintenant, s'ils veulent sauver la chose, ils ont fait un premier match, c'est pas bien terminé. Jay White, il passe à autre chose. Alors je sais qu'ils le feront pas, hein, mais ils sont capables. Mettez Ricky Starks en rivalité avec quelqu'un d'autre, on nous fait oublier un peu la chose. On passe à autre chose, on réélève les deux talents. Parce que là, ils sont foutus dans la merde. Et c'est dommage parce que ce match était vraiment, vraiment bon sur le papier. Vraiment dommage. Allez, j'ai envie de m'amuser un peu, on va parler du main event. Le vrai main event, le segment qui a eu lieu après le match Ricky Starks contre Jay White. Oh, j'ai envie d'en parler. Oh, c'était... Quel nanar. Mais quel nanar. Quel plaisir. Oh là là, quel plaisir. Peut-être que je vais encore mettre si c'est la fou de certains. Putain, j'ai du mal à comprendre comment on peut aimer cette rivalité BCC contre l'élite. À part si on est fan des nanars, à part si on prend son pied parce qu'on est conscient que ce qu'on voit est ridicule et qu'on s'amuse vraiment... Je comprends. Et j'avoue, j'ai pris mon plaisir. J'ai joui devant ce segment. J'ai joui de plaisir tellement c'était con. Et tellement je me suis vraiment marré. Alors, allons-y. Qu'est-ce qui s'est passé pour que je ressente ce genre d'émotion? Et bah, ça a commencé avec une interview. Tony Schiavone dans le ring et veut interviewer Don Callis, l'ancien manager de Kenny Omega, qui a osé trahir ce dernier pour des raisons inconnu, complètement inconnu. Ce main event de la semaine dernière qui était complètement à chier. Il fallait savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tu fais ça Kenny, Don Callis, pourquoi? Don Callis arrive et il dit en gros la question, je vais pas répondre à pourquoi j'ai fait ça à Kenny, je vais plutôt vous dire et répondre à la question de
de ce que Kenny m'a fait. Et en soi, Kenny lui a rien fait parce qu'il dit en gros que. Il dit plutôt que sans Don Callis, Kenny Omega serait rien, etc., etc. Et il a même pas le temps d'argumenter en fait. Je pense qu'ils n'avaient pas d'idée de pourquoi Don Callis a fait ça. Il a pas le temps d'argumenter que Kenny Omega arrive, donc voilà. Preuve qu'ils avaient zéro idée de pourquoi ils avaient ça, ils avaient juste besoin d'un twist scénaristique qu'on trouve dans un film de M. Night Shyamalan, si vous le connaissez. Bref, juste besoin d'un twist scénaristique, c'est tout, et ils n'avaient pas d'idée de pourquoi. Bon. Kenny Omega arrive pour confronter Don Callis, son ancien manager, et il se fait attaquer par le BCC, Claudio, Brad Danielson, John Moxley, etc. Et le petit Utah est là aussi. Les quatre sont dans le ring, ils sont en train de narguer un peu Kenny Omega qui est au sol, et il prend un peu la pause. On voit que le mec il a bouffé des animés, hein. Quel geek, mais quel geek ce Kenny Omega. Vraiment il prend une pause de... on dirait vraiment un... je sais pas, une pause dans Dragon Ball, dans Naruto, tu vois, on dirait qu'il apparaît japonais, faire un monologue après, vous voyez, genre vraiment c'est... Mais bref, pause de Kenny Omega, et là c'est la musique des Bucks qui précédemment dans le show se sont fait agresser par le BCC dans le parking, donc ils sont un peu blessés, on a Matt Jackson qui porte une attelle qui ne sert à rien, à aucun moment il va sell sa douleur, il va la sell après avoir fait les coups à chaque fois, mais jamais ça la gêne pour lever le bras en l'air, etc., etc. Voilà, le mec, encore une fois, meilleure équipe au monde, mais putain. Bon, c'est pas grave. Ils arrivent avec une poubelle et plein d'armes à l'intérieur. Mais ils sont que 4 contre 3. Et là, c'est la musique d'Adam Page, la foule se soulève. Et moi, je suis putain, ok, c'est Retour de l'Élite, incroyable. Waouh, retour en 2019, les gars. Wouhou, let's go, on embarque. Et Adam Page arrive avec un vieux cache-œil. Et vraiment, quand j'ai vu l'image d'Adam Page avec le cache-œil, mais j'ai pouffé de rire. Vraiment, c'était... Oh, mais paye ton cowboy badass, quoi. Y a pas moins cowboy qu'Adam Page. Parce que je devrais pas ressentir ça comme émotion. Un mec qui s'est fait agresser, normalement, qui s'est fait planter un truc dans l'œil, pour de vrai ou pour de faux. Un mec vraiment badass, un mec qui représente ça, si je le vois arriver avec un cache-œil, je vais me dire « Wow, fuck, oh merde !» Enfin, je vais avoir peur, tu vois, je vais dire « Oh putain, ça va chier !» Quand Adam Page arrive, ma sensation c'est... Et ça veut tout dire, c'est ridicule parce que c'est pas le cache-œil le problème. Le problème c'est le cache-œil sur Adam Page parce qu'il est trop badass, mais pas du tout. Pas du tout, c'est un vieux gars qui est complètement chill, qui est de la merde dans le dos, qui est con comme mon cul, qui connaît rien du business, qui n'a jamais aidé à élever les audiences, et qui se retrouve être le mec badass. Mais il est apprécié par la foule, hein, par les fans hardcore de la W, il est très apprécié. Bon, je vais pas trop prononcer là-dessus, c'est bon, j'en ai assez parlé. Il est là avec son cache-œil, et là, je vous jure, mais quand j'ai vu cette image, c'est là où j'ai vraiment rigolé. Kenny Omega donne l'appel barbelé à Adam Page. On a les Bucks qui tiennent chacun un petit rouleau, et là, Kenny Omega a le couvercle le couvercle de la poubelle qui se sert comme bouclier. Et ils prennent la pause avant d'aller attaquer, mais je t'en mode, mais... mais plus fake, tu meurs. Plus fake que ça, tu meurs. Oh là là, mais c'est quoi cette daube? Enfin, c'est drôle, hein. C'est vraiment drôle, on dirait un comics, on dirait un manga, quoi. C'est marrant. Mais c'est risible. C'est risible. Et donc ils arrivent, ils pulvérisent tout le staff qui est complètement enterré, vraiment... paye tes agents de sécurité, quoi. Ils se tapent contre le BCC à la fin. Et Adam Page prend le micro et dit non, nous sommes le cœur, nous sommes l'âme de All Elite, nous sommes l'élite. Et ça, c'est exactement ce qu'avait dit John Moxley à CM Punk. Il disait je suis le cœur, je suis l'esprit d'AEW. Donc voilà, on sent qu'ils essaient de s'échanger un peu ce statut prestigieux qu'être le cœur et l'esprit d'AEW. Mais comme le dirait notre cher Punk, donc, de qui on reparlera, moi je préfère les gens qui veulent se considérer comme le billet et la monnaie. De loin, vraiment de loin. Bon, voilà, c'était... Ah oui, bon, du coup, ils ont annoncé qu'au pay-per-view, ce sera un match Armageddon. Ah, je sais même pas ce que c'est, mais en gros, ça sera un bordel. Ils vont se battre dans l'arène. Armageddon, il dit Arena, un truc comme ça. Ou Cataclysme, il dit Arena. On dirait une extension de World of Warcraft. C'est vraiment... Bon, voilà. On aura un match bordélique à Double or Nothing. Si vous aimez, tant mieux pour vous. Moi, j'espère au moins prendre mon pied et jouir de plaisir, jouir de rigolade devant cette catastrophe. Parlons d'un autre truc qui, je suis un peu mitigé, mais j'ai quand même
j'ai quand même pris mon pied dans le bon sens cette fois-ci, et je m'y attendais pas. Le match Roderick Strong contre Chris Jericho, Falls Count Anywhere. Alors, je vais pas vous mentir, avant le début du match, j'avais vraiment peur. Parce que Chris Jericho, j'ai appris à détester avec le temps à la AEW, j'ai appris à me méfier de lui plus qu'autre chose, à ne plus du tout lui faire confiance. Il est actuellement en programme contre Adam Cole, et dans chaque programme contre Chris Jericho, on affronte d'abord les larbins avant de s'affronter au grand méchant. Dans ce cas-là, Roderick Strong faisait un peu office de larbin Adam Cole, et du coup, j'avais ma grosse frayeur, c'était que Chris Jericho allait battre Roderick Strong pour ensuite aller vers Adam Cole. Alors que Roderick Strong, c'est son premier match à la télé. Il est dans la même position que Jay White, il ne doit pas perdre ce match. Même si en face de lui c'est Chris Jericho, il ne peut pas perdre. Et l'autre frayeur que j'avais, c'est qu'ils n'ont pas pu s'empêcher Roderick Strong, qui est un très bon catcheur, vraiment un excellent catcheur, et on va le revoir dans ce match-là, mais ce mec c'est un très bon catcheur dans le ring. Pour son premier match, ils lui font faire un Falls Count Anywhere, où littéralement à chaque match, les lutteurs vont se battre dans l'arène, dans les coulisses. Et je t'en dis, mais putain, mais c'est pas un brawler, Roderick Strong, c'est un putain de catcheur. C'est un catcheur, c'est un technicien, Roderick Strong. Qu'est-ce qu'il fout en premier match à l'extérieur? Ils peuvent pas s'empêcher de faire foutre des stipulations. C'est le b.a.-ba de construire des rivalités dans l'univers du catch. C'est commencer par un match simple pour ensuite, s'il y a une rivalité et une demande de la part du public d'avoir d'autres matchs, que le programme continue, de ensuite intégrer des stipulations parce qu'elles font sens avec la rivalité ou parce qu'elles sont nécessaires, mais pour en gros l'idée de ok, on a fait la base, maintenant on va aller plus loin. Pour aller plus loin, stipulation, match en cage, match à échelle, match sans disqualification, etc. Match de collégiens. Encore une fois, je vais prendre pour référence la rivalité Punk MJF, qui est encore à ce jour la meilleure rivalité de l'histoire de la AEW. Punk et MJF, leur premier match, c'était pas un Iron Man match, c'était pas un Extreme Rules match, ce n'était pas un match en cash, ce n'était pas un Last Man Standing, un Falls Count Anywhere, non, c'était un match normal de plus de 30 minutes. C'était ça leur premier match. Punk a échoué parce que MJF a triché, on s'en rappelle, et du coup il a voulu rappeler, il s'est battu pour obtenir une nouvelle opportunité, et là il s'est dit on va faire avec une stipulation, parce que j'ai pas envie de me refaire avoir, et j'ai envie de te montrer la brutalité, j'ai envie de te mettre dans tes derniers retranchements, petit Max, et on va faire un match à collier de chien. Et c'est normal, et là ça fait sens, et du coup ils vont monter la barre encore plus haut, et le second match était extrêmement sanglant, et si le programme avait continué, on aurait eu un autre match encore, là aussi ça aurait été encore plus sanglant, et c'est là où ils ont manqué le coche avec Bryan Danielson. On aurait dû avoir un match normal, MJF-Bryan Danielson, MJF aurait pu gagner ce premier match, et là Bryan Danielson aurait fait, ok, dans un petit sprint de 15 minutes, tu l'emportes, y'a pas de problème. Est-ce que tu peux tenir la longueur? Est-ce que dans un Iron Man match, tu peux tenir? Et là, ça aurait dû être leur second match. Mais non, ça a été leur premier. Et du coup, tu fais quoi après ça? Bah, tu peux rien faire. Et du coup, certes, le match était excellent, mais le programme aurait pu durer plus longtemps. Voilà. C'est une erreur que fait beaucoup la AEW. Et ben, ils vont pas nous faire un Roderick Strong, Chris Jericho dans un match normal maintenant. C'est bon, on a déjà vu le Falls Count Anywhere. Enfin, je veux dire, bah, bref. Ils font trop de stipulations pour rien. Trop de stipulations pour rien. Une stipulation devrait se mériter. Cela étant dit, on y est maintenant. Falls Count Anywhere, Roderick Strong contre Chris Jericho. Premier match à la télé en solo de Roderick Strong. Et bah putain, qu'est-ce que c'est bon de le voir. Il fait du bien. Et ça, franchement, je vous dirai un truc, j'ai hâte de voir la suite pour Roderick Strong parce que ce début de match dans le ring, il était explosif. Ils se sont mangés les coups, ils se sont donné des chops, mais c'était brutal. Franchement, ça faisait penser à des matchs de type Gunther ou Bryan Danielson. Vraiment, les chops qui se mettaient, la poitrine de Chris Jericho qui était rouge, mais c'était bon. C'était un vrai putain de combat. C'était vraiment bien, ils étaient vraiment énervés les deux gars. Et quand ensuite on a enchaîné dans la partie plus divertissante, plus ok, Falls Count Anywhere, on va monter les escaliers, on va se battre dans les coulisses, on va jeter des poubelles dans la gueule, etc. Je vais vous avouer un truc, et bah c'était assez divertissant. C'était pas trop long, ils ont meublé très facilement les moments où ils marchaient, ils passaient d'un moment à l'autre de manière assez fluide.
Ça faisait pas spot, justement, ça faisait pas spot, ça faisait assez naturel et c'était agréable. On se lance des couverts à la gueule. J'ai beaucoup aimé le moment où ils se battent dans les escaliers des escaliers qui ne sont pas occupés par l'arène, des escaliers un peu extérieurs où ils se mettent un peu dans le rebord de l'escalier un peu. Ça faisait un peu dangereux, c'était assez unique et comme le suivent les commentateurs, c'est sûrement le premier tombé qui a lieu à cet endroit-là précis, et oui, sûrement. En fait, c'était assez original. J'ai vu beaucoup de ce type de match, et je vais vous avouer un truc, c'était plutôt original. Et à la fin, à toute fin, ils vont se battre à l'extérieur de l'arène, pardon, où justement Adam Cole et les larbins de Chris Jericho étaient bannis de l'arène. Mais là, ils vont à l'extérieur du ring, de l'arène, et du coup, Adam Cole est présent. C'était un plan qu'ils avaient prévu depuis le tout début, alors que Roderick Strong commençait à montrer des signes de faiblesse. Adam Cole va attaquer Chris Jericho, un last shot dans l'herbe, suivi d'un gros coup de genou de Roderick Strong. C'est bien Roderick Strong qui termine Chris Jericho, ce qui est super cool. Chris Jericho est dans l'herbe, il est rempli de terre, tombé 1, 2, 3, victoire des Faces. Dans ce cas-là, vu qu'on a un gros programme, je n'en voulais pas que ce soit les Faces qui aient triché, entre guillemets. Chris Jericho a abusé avec Adam Cole, et du coup ça justifie que ça se passe comme ça. C'était original, c'était assez inattendu, c'était divertissant, mais juste encore une fois, c'est dommage que ce soit le premier match de Roderick Strong. Roderick Strong, c'est un catcheur qui montre ce qu'il peut faire dans le ring. Il a pas encore vraiment, c'est pas John Moxley, Roderick Strong, c'est pas un brawler, c'est pas un gars qui fait hey, je m'en bats les couilles, je fais ce que je veux. Non, c'est plus fin, c'est plus raffiné, et j'ai envie de le voir dans des choses plus raffinées. Voilà, pas du bordel. Mais bon, pour ce que c'était pas mal. Roderick Strong n'a pas perdu son premier match, il l'a remporté face à Chris Jericho. C'était la bonne décision, j'ai hâte de voir la suite de ce mec, j'aime beaucoup ce mec. Voilà, c'était chouette. Ok, maintenant on va parler un peu des trois piliers, faire un peu un avis général de ce qui s'est passé dans le show, de ce qui a gravité autour des trois piliers. Comme vous le savez, on va voir ce Fatal 4-Way dans le main event Double or Nothing, MJF face à Darby Allin, face à Jack Perry, face à Sammy Guevara. Je vous ai déjà dit, si vous ne le savez pas, que je ne suis pas d'accord avec cette idée de booking, que pour moi on aurait dû avoir un programme solo entre le meilleur des trois autres piliers face à MJF. En l'occurrence, j'aurais bien sûr adoré une rivalité entre Darby Allin et MJF. Je pense qu'on aurait un programme incroyable. Malheureusement, on va avoir ce programme des 4 piliers qui est plus de la branlette de booking qu'un vrai programme intéressant qui peut vraiment élever de nouveaux talents comme Darby Allin. C'est dommage, mais maintenant, nous y sommes. Et bah, c'est comme je vous le disais en fait. C'est comme je vous le disais, c'est que ce programme n'élève personne. Ils le font. C'est pas affreux ce qu'ils bookent. Ça ne fait pas 0 sens, c'est pas catastrophique. Ils ne perdent pas en hype. Darby, Jack Perry, Sammy Guevara ne perdent pas en hype. Mais ils ne gagnent rien non plus. Alors que maintenant, ça fait 2 mois qu'on a lancé ce programme, ça fait bientôt 2 mois. Il devrait être bien plus over maintenant. L'un des trois, celui qui aurait été choisi, devrait être bien plus over à l'heure actuelle. Là, rien n'a changé. Je vais vous dire un truc, MJF fait du surplace. MJF n'a pas grand chose à proposer non plus. Qu'est-ce que tu veux qu'il propose, MJF? Il a pas un adversaire en face, il a 3 mecs à gérer. Personne ne peut proposer quelque chose de vraiment cohérent. Et les promos n'étaient pas cohérents. Tout le monde se bâchait la gueule. Les faces critiquaient d'autres faces en agissant du coup comme des heels, vu qu'ils faisaient des critiques assez néfastes. Ils salissaient un peu l'image des babyface. T'es en mode, mais c'est contre-productif ce que vous faites. Le heel, des fois, rebonifiait son image. Les faces rebonifiaient l'image du heel qui devrait être détesté. Et on va en reparler de Sammy Guevara. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'était dommage. Maintenant, dans ce show, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les 3 catcheurs ont eu un match dans le ring. Pour Darby Allin, il a fait équipe avec Orange Cassidy et il a affronté Big Bill et Lee Moriarty, je crois. Oui, c'est ça. Donc on a eu Darby contre l'attardé à poche, hein, vous savez ce que je pense de lui. C'est simple, le match a commencé avec l'attardé à poche. Dès qu'il a commencé à faire ses vieux trucs sans foutre des coups, j'ai skippé. Je peux plus. Donc lui, j'abandonne avec lui, j'abandonne. Voilà, je vous avoue, j'abandonne. Dès qu'il a l'écran, dès qu'il se bat, j'abandonne. Je peux plus. Ça me gave, ça m'horripile, j'ai pas envie de m'énerver, donc autant que je passe. Par contre,
J'ai raccroché au moment où Darby Allin rentrait dans le match, et oui, Darby Allin est incroyable. La manière dont il se jette sur son adversaire, le mec il est plus léger que tout le monde, du coup il peut se permettre de leur foncer dessus, de leur faire des dives sans protéger. Ce n'est pas chorégraphié, le mec quand il fait un dive, il veut faire mal. Quand il plonge le mec dans le coin du ring, il veut leur faire mal, ça se ressent. Donc on y croit à Darby, il est prenant putain, il est charismatique, il se bat bien, il est unique ce gars. Ah, quelle occasion manquée avec lui, mais quelle occasion manquée d'avoir ce programme face à MJF, ça fout les boules. Hein. Bref, mais ce qu'il propose face à Big Bill et Lee Moriarty, c'est très très bon. À la fin, c'est lui qui gagne avec son tombé en faisant son coffin drop. Mais voilà, encore une fois, en équipe avec la mascotte de la UW, l'attardé à la poche. Bon, l'attardé n'a pas pris trop de place. Si vous avez le pouvoir de pouvoir, si vous avez le pouvoir de pouvoir, oui, skipper les parties avec l'attardé à la poche, faites-le et profitez de Darby, profitez des autres. C'était chouette. Sammy Guevara maintenant. Sammy Guevara, lui, il a affronté un jobber, donc il l'a explosé en 2 coups, hein, normal, c'est un jobber. Et après, il a fait une promo. Et Sammy Guevara a fait une promo de face. Sammy Guevara, ça fait des semaines, dans ce programme, on sait pas si c'est un heal ou un face. Il switch tout le temps. Il triche d'abord, il se fout de la gueule des autres, puis après il met over les adversaires, il leur dit qu'ils sont talentueux, qu'ils leur ressemblent un peu. Il y a des choses, il y a des avances qui se font. Enfin, on se met où avec lui? On ne sait pas où se mettre avec lui. J'ai pas envie de l'encourager, je ne sais pas où me mettre avec lui. Et je pense que la WWE ne sait pas quoi faire avec Sammy Guevara. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un seul heal face à 3 faces ou on fait 2 heals face à 2 faces? Là, je pense qu'on pris la décision de faire un heal MJF, un gros heal face à 3 faces. On verra ce qu'il en est. Oh putain, prenez une décision. Prenez une décision pour Sammy Guevara, c'est... J'arrive pas à m'investir en lui parce que je ne sais pas ce qu'ils veulent en faire. Je suis perdu. Je suis complètement perdu avec Sammy Guevara. C'est très compliqué. Très très compliqué. Quant à Jack Perry, le pauvre s'est retrouvé face à Rush dans un match assez brutal. Le match était pas mal. C'était pas mal. Jack Perry s'est fait ouvert le crâne par Rush. Il a envoyé sur une barrière à plusieurs reprises. Et il s'est bien bladé sans trop en faire. Une petite blade. Donc il était un peu rouge au niveau du visage. C'était assez chouette. Rush ne scelle jamais vraiment. Rush, c'est un mec, il ne scelle pas les coups d'adversaire, il est trop badass, il est assez gros, il est assez massif, il est très brutal, très méchant, mais il perd tout le temps. Voilà, le mec ne scelle jamais les coups, mais perd tout le temps. Voilà, donc il est ridicule. Je crois plus en Rush. Voilà, le booking AEW, c'est au pire... Ou alors, voilà, tu le fais sell du coup, il est pas monstrueux, parce que là, c'est ridicule, le mec ne scelle jamais, il perd tout le temps, ça n'a pas de sens. Bref, Jack Perry remporte son match avec un vieux roll-up sur Rush, ce qui est plutôt logique. Et à la fin, on a un petit face-à-face avec les 3 piliers à la fin, parce que Rush était en train d'agresser Jack Perry. Darby Allin a fait la save, puis Sammy Guevara a fait l'autre save, donc c'est bien babyface. Et oui, le face-à-face entre les trois, il fonctionne. Bien sûr que ça fonctionne, ils sont là, ils ont de la gueule. Darby Allin surtout, Darby Allin est très charismatique. C'est lui qui a le plus de gueule. Mais voilà, ils font des efforts, mais... oh, putain, ça aurait pu être tellement mieux. Mais tellement mieux, putain. Mais vraiment, vraiment tellement mieux. On aurait pu avoir un excellent programme entre Darby et MJF, j'en suis persuadé. Un excellent programme de catch. C'est tellement dommage. Mais tellement, tellement dommage. Mais bon, c'est comme ça. Le show s'est ouvert avec Wardlow. Wardlow qui se fait un peu provoquer par Christian. Et là, maintenant, c'est à lui de le provoquer. Il ouvre le show et il fait Christian, si tu veux me cracher la gueule, crache-moi la gueule devant ma gueule. Voilà, crache-moi la gueule devant moi. Viens sur le ring, je te provoque. Christian arrive avec le dino, le gros dino, Luchasaurus. Et du coup, ils sont les trois sur le ring. Christian, il se provoque un peu, ça se toise, sans le micro, juste à se trash talk naturellement. Et puis d'un coup, voilà, ça agresse, ils sont à 2 contre 1. Wardlow, il fait un excellent travail, il gère très bien Christian et le dino. Sauf que forcément, il est inférieur en termes de nombre. Du coup, il finit par se faire avoir. Il a beaucoup de mal à sell les coups, Wardlow. On sent qu'il n'est pas habitué à se prendre des coups, à devoir les sell. Il est plus habitué à traumatiser les adversaires que se prendre des coups. Mais bon, il fait de son mieux. J'aime bien Wardlow, il est charismatique, même s'il a perdu beaucoup de charisme depuis qu'il a coupé ses cheveux, malheureusement. Ça a été fatal pour lui. Hein. Oh, la hype qui s'est mangé, qu'il a perdu avec cette coupe de cheveux, c'est... Waouh, c'était violent. C'était une très mauvaise décision, ça. Très très mauvaise décision. Par contre, Christian Hill, c'est génial. Hein.
Christian Hill, c'est génial. Il marche bien, putain, Christian. Il marche tellement bien, Christian. J'aime trop ce qu'il fait. J'aime trop ses promos. J'aime bien sa psychologie. C'est un putain de bon catcheur. Oui, il commence à vieillir, donc il se blesse de plus en plus. Mais putain, qu'est-ce qu'il est bon. Mais qu'est-ce qu'il est bon. Il fait plaisir. Franchement, il fait plaisir dans le ring. Profitons de Christian. Hein. Profitons de Christian, les amis, parce que... Voilà. Il est chouette. Il est vraiment chouette. Mais du coup, Christian ramène une échelle pour agresser Wardlow. Voilà, coup d'échelle dans la gueule. Puis je crois, chokeslam sur l'échelle, il me semble. Je ne sais, ou un kill switch sur l'échelle, pardon. Kill switch sur l'échelle, c'est chouette. Et là, je me suis encore fait un facepalm, hein, parce qu'on a Wardlow dans les coulisses qui se fait interroger par Renee Young. Et Wardlow est fait, eh bien Christian, t'aimes bien les échelles? Et ben je te propose qu'à The Battle of Nothing, on s'affronte tous les deux pour le championnat TNT dans un match à échelle. Et je suis, mais putain, mais non. Arrêtez avec les stipulations, putain. Ce show est rempli de stipulations. Il y en a partout des stipulations. Wardlow, pourquoi je ne veux pas ça? De une, Christian se blesse de plus en plus. Christian a dépassé la cinquantaine, il me semble, ou alors se rapproche de la cinquantaine. Et vous le faites catcher dans des matchs à échelle. Putain, faut être quand même vachement demeuré. Autre chose, Wardlow, c'est lui qui propose le match. S'il est pas trop con dans le kayfabe, il sait qu'en match normal, il atomise Christian. Il le chope, Powerbomb Symphony, terminé. Alors qu'en match à disqualification avec des objets ou avec échelle, il a beaucoup plus de chances de perdre. Donc ça ne fait aucun sens que Wardlow propose ça. Aucun sens, zéro. Il peut bien plus traumatiser et pulvériser Christian dans un match normal. Powerbomb Symphony, comme il le fait avec tous les adversaires, comme il l'a fait à CM Punk pendant la rivalité MJF, vous vous rappelez de ça? Il a pulvérisé CM Punk. Il devrait se dire, bah vas-y, je vais faire pareil. Donc, que lui de propose ça, ça n'a aucun sens. De plus, Wardlow, c'est une montagne de muscles. Il n'a rien à foutre dans ce genre de match, putain. Il n'a rien à foutre dans ce genre de match. C'est pas comme ça qu'il va être mis over, Wardlow. Il est mis over dans des matchs normaux, en profitant de sa force et en faisant des matchs rapides. Tout comme l'était Goldberg. Vous voyez Goldberg des matchs à l'échelle, les gars, vraiment? Vous le voyez dans les matchs à l'échelle? Non, il n'était pas dans des matchs à l'échelle. Et c'est parce que, heureusement, parce que s'il l'avait été, il n'aurait pas été over. Là, dans ces circonstances-là, on voit les failles de Wardlow. Donc, potentiel de risque de blessure de Christian qui est déjà blessé. Et on ne hype pas Wardlow ce genre de match. Et ça ne fait pas de sens dans le kayfabe. Bravo, le booker de l'année, Tony Khan. Le booker de l'année, on le rappelle, sur Dave Meltzer. Et puis il y a eu un match des femmes dans le show qui était Osef. The Outcast, j'en peux plus, c'est nul à chier. C'est nul, on s'emmerde. C'est vraiment c'est peut-être la pire storyline de la WWE actuelle, hein, les femmes. J'en parle très peu parce que bah, c'est nul quoi. Avec leur vieille bombe, avec leur côté je fais un L parce que t'es une loser sur le dos, sur le cul. Cette faction ne marche pas, Saraya est insupportable, mais c'est pas insupportable, genre c'est une bonne heal, elle est insupportable, c'est plus de la go away. La go away hit. Elle me gave à j'ai pas envie de la voir en fait. Dès qu'elle est à la télé, j'ai envie de skipper. Un peu comme Orange Cassidy. Non, peut-être pas à ce point, Je préfère comme ça, on va pas se mentir. Mais voilà, faut qu'ils changent, faut qu'ils arrêtent. Déjà qu'ils ont pas un roster extrêmement fort, un roster féminin extrêmement fort à la EW. Faut vraiment qu'ils arrêtent de mettre The Outcast, ça ne marche pas. C'est insupportable. C'est vraiment insupportable. Ok, donc ça c'était AEW, vision générale, vous voyez, un show franchement sympathique. Tout n'était pas parfait, j'ai skippé beaucoup de choses quand même, mais ils ont essayé, c'était divertissant, et la qualité de match était quand même assez présente. Voilà, c'était chouette. Parlons un peu de news, il y a quelques petits trucs à dire. J'ai vu que Bryan Danielson sera dans l'équipe créative de AEW Collision. Parce que oui, Tony Khan l'a annoncé, c'est officiel, il y aura bien AEW Collision qui fera ses débuts le 17 juin. Et donc, Bryan Danielson, apparemment, en plus d'être un lutteur à la W, aurait une double fonction et ferait partie de l'équipe créative de AEW Collision. Et je veux dire avec vous dire, bah moi je trouve ça excitant parce que Bryan Danielson n'est pas con du tout. Et il a déjà fait staff à la WWE pendant plusieurs années. Alors oui, il avait sûrement moins son mot à dire, c'était surtout Vince qui prenait des décisions, mais voilà, il a déjà fait staff là. Là, il aura sûrement beaucoup plus de liberté et beaucoup plus de chances que ses idées soient validées. Donc, je trouve ça génial.
Je trouve ça génial parce que j'ai confiance en Danielson pour booker des programmes. J'espère, alors attention, si Danielson est responsable de la rivalité actuelle avec le BCC contre The Elite, je vais me méfier. J'espère qu'il n'a pas trop de pouvoir créatif à ce niveau-là, parce que s'il en a, on devrait se méfier pour la suite. Mais bon, j'ai quand même confiance. J'ai quand même confiance et c'est chouette qu'il ait ce rôle-là. Est-ce qu'un autre catcheur aura ce rôle-là? Peut-être, nous verrons bien. Je ne pense pas. On va en parler bientôt de cet autre catcheur. Parce que oui, Collision débutera le 17 juin, comme je vous le dis, Tony Khan l'a annoncé. Beaucoup de dates et beaucoup de stades, de lieux où on va avoir lieu ces shows ont été annoncés pour les futurs épisodes. Mais il y a un lieu, le lieu où aura lieu le premier épisode de Collision, sera quant à lui annoncé par Tony Khan la semaine prochaine. En effet, le show du 7 juin, pour l'instant, on ne sait pas où il aura lieu. C'est un mystère, c'est inconnu. Vous savez ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Look at my, what do you see? Of course it's fucking Chicago. Bien sûr que le show aura lieu à Chicago. J'ai hâte d'entendre ce que va dire le public à l'annonce de Tony Khan la semaine prochaine. Quelles vont être la réaction du public? Est-ce que ce sera plus des acclamants, plus de huées? Franchement, si c'est des huées, les gars, vous devriez avoir honte. Oh la hype! Bien sûr que c'est à Chicago, on va voir le retour de Punk à Collision. Encore une fois, ils savent faire, encore une fois, il n'y aura aucune news, aucune nouvelle. Ils vont encore une fois faire une arène pleine, ils vont faire un sold out sur une rumeur que CM Punk devrait revenir. Encore une fois, ça va être le cas. Ah, ça fait du bien d'avoir des stars de retour, ça fait tellement du bien, putain. Alors, ce n'est que des rumeurs, je ne vais pas m'emporter, ce n'est pas validé. Ce ne sont que des rumeurs, attention, ne prenez pas pour argent comptant ce que je dis. D'ailleurs, en parlant de ça, dernier point qu'on va aborder, et c'est une bonne transition, parce que le fameux Punk de Chicago a encore fait réagir sur les réseaux. Il ne peut pas s'empêcher, hein. Il fait toujours réagir sur les réseaux. Après, le pauvre, c'est pas sa faute, hein. Il y a plein d'autres catcheurs qui parlent sur les réseaux qui ne font pas réagir. Mais lui, c'est une star, c'est CM Punk. Dès qu'il ouvre sa gueule, ça fait réagir. L'internet se casse dès que CM Punk ouvre sa bouche. C'est pour ça qu'il est très discret aussi, j'imagine. Faut le comprendre, ça aussi, hein. Pourquoi il a ouvert sa gueule? CM Punk a encore une fois dit son mécontentement quant aux fausses accusations et aux fausses nouvelles des journalistes et a accusé Brian Alvarez d'encore une fois dire de la merde. Pourquoi? Parce que cela est né du fait que Alvarez disait dans ses articles que Punk avait de nouveaux problèmes avec la AEW par rapport au fait de réintégrer Ace Steel ou non. Du coup, ils étaient de nouveau en entente, puis après de nouveau en mésentente. Enfin bref, apparemment il y aurait encore eu des problèmes selon Alvarez. Punk, dans une story, il a fait « Mais c'est du bullshit, j'en ai ras le cul, c'est des conneries, comme d'hab. Arrête de croire ces conneries, c'est juste casse-couille au bout d'un moment. » Il s'est un peu foutu de sa gueule en prenant son chien Larry dans les stories Insta, c'était assez rigolo. Et puis après, il a envoyé une vidéo dans une story Insta, on voyait sa tête, vraiment un vrai message, pas écrit, vraiment un message direct en parlant à ses fans, du coup à sa communauté. Un message que je trouve extrêmement intéressant, si vous ne l'avez pas vu, essayez de le retrouver sur Instagram ou quelque part, ça a dû leaker, vous avez retrouvé la vidéo je pense, où Punk adressait un message à ses fans pour leur dire qu'il trouvait cela extrêmement toxique, à quel point certains fans de catch pouvaient se lier d'affection ou d'affect sur un catcheur ou un autre, et que, encore une fois, cela peut créer des guerres. Il ne comprend pas le fait que les fans choisissent un camp. Les fans ne sont pas dans les coulisses, les fans ne le connaissent pas lui directement, ils ne connaissent pas CM Punk, ils ne connaissent pas les autres. Juste, il disait, arrêtez, prenez pas de camp, juste sortez un peu, sortez respirer, ça fera du bien. Et oui, effectivement. Alors, bon, vous me connaissez, moi, effectivement, je me suis senti directement visé quelque part parce qu'on peut penser effectivement que je prends parti directement. Je suis dans le camp CM Punk. Alors que non, j'ai jamais employé ces termes. Il y a une différence à avoir entre avoir des convictions et voir les faits et être dans un camp. Je ne suis pas un anti-élite, même si je suis d'accord que cela peut paraître extrêmement hypocrite de ma bouche. On pourrait penser l'inverse. Je ne suis pas un anti-élite. Je déteste ce que propose l'élite. Mais je sais reconnaître que Kenny Omega en solo, ça marche beaucoup mieux et qu'il y a un potentiel.
je ne suis pas anti-élite, je suis un pro-catch. Je suis un pro-catch. Et je suis pour que les meilleurs talents, ceux qui font vendre des billets, soient ceux qui sont exposés. Et je sais reconnaître le talent ou la qualité de catcheur par rapport à d'autres. Et oui, je ne suis pas un anti-élite, je ne suis pas un pro-punk, mais oui, CM Punk est 100 000 fois plus talentueux, 100 000 fois plus bénéfique, 100 000 fois plus important pour AEW que l'élite. Ça c'est un fait, je ne prends pas parti, c'est un fait. Les chiffres sont là, les réactions sur les réseaux sont là. Et le fait que j'entende beaucoup de gens dans les commentaires justement s'insurger et se dire que CM Punk est un connard, CM Punk est un con, c'est sa faute, etc. etc. L'AEW est un chaos à cause de lui. J'ai fait toutes les vidéos par rapport à CM Punk pour cette raison. Pas pour rétablir la vérité. Je ne suis pas en coulisses. Pour établir des faits et aussi donner ma vision des choses par rapport à ce que je connais de la personne. Je ne le connais pas directement, mais je l'ai beaucoup étudié, je l'ai beaucoup analysé et j'analyse beaucoup les comportements humains. C'est dans mon métier de base, en tant que réalisateur et acteur, c'est quelque chose que je fais beaucoup. Et c'est avec cette analyse-là que j'ai pu comprendre certaines choses. Elles ne sont peut-être pas vraies, mais c'est les choses dont je suis personnellement convaincu. Mais vous, qui entendez mes paroles, qui entendez les paroles d'autres influenceurs, ne prenez pas parti. C'est important. Prenez ce que j'ai à dire, vous le croyez pas. Prenez ce que les autres ont à dire, faites-vous un avis, mais surtout ne vous faites pas la guerre, ce n'est que du catch. Ce sont des humains avant tout. Et c'est ça qu'il voulait rappeler encore une fois. Donc, un message toujours assez important. Cet homme est plutôt sage, faut le savoir. C'est un peu quelqu'un d'extrêmement sage, c'est un fait. Je l'ai analysé. Faut le savoir, les gars. Écoutez, j'espère que cette petite review de AEW vous aura plu. C'était Kozak. Prenez soin de vous, bande de fans de catch.